Chaque matin, nous prendrons le pouls de la campagne présidentielle. Nous sommes le lundi 10 janvier, J-90, dans 3 mois pile, le premier tour. Ce sera le dimanche 10 avril et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Charlotte Dornelas, bonjour. Bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles, Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge, bonjour Guylaine. Bonjour Dimitri. Et Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1, bonjour Louis. Bonjour Dimitri, bonjour et à bienvenue tous. donc à tous les trois. Alors Mathieu Bock-Côté nous faisait l'équation de la droite il y a un instant, à partir du ralliement de Guillaume Pelletier à Éric Zemmour. J'aimerais avoir votre point de vue à tous les trois sur ce que pèse selon vous ce ralliement. Tiens, Guylaine pour commencer. Oui, j'ai vu qu'on a annoncé que c'était une bombe. Il se trouve que la campagne connaît un plat, il n'y a rien de très, très intéressant qui se passe. Alors évidemment, ce ralliement fait le bonheur de tous les éditorialistes et de tous les chaînes d'infos puisqu'il n'y avait rien d'autre à raconter. Mais cela dit, sur le fond, quelle division ? Quelles idées ? Est-ce que vous connaissez une seule idée qu'a apporté Guillaume Pelletier dans les 20 dernières années, si ce n'est de supprimer totalement les charges pour augmenter les salaires sans jamais expliquer comment il compensait cette baisse de charges ? Ensuite, vous savez comment Éric Zemmour l'avait qualifié ? De traître de comédie, parce qu'il a quand même changé beaucoup de crèmeries en fonction des opportunités. Il s'est lassé de l'extrême droite parce qu'il n'arrivait pas à faire plus de 4-5% dans les élections. Il a fini par être élu grâce à l'UMP. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une chose qui m'amuse beaucoup, c'est la façon dont beaucoup d'éditorialistes essayent aujourd'hui de montrer que la partie la plus droitière des républicains, de la droite républicaine, va forcément basculer vers la droite plus extrême, plus radicale, parce qu'elle n'a rien à faire dans la droite républicaine. C'est des mous, c'est des centristes, etc. Vous pensez à qui, Guylaine ? Julien Aubert, Bruno Retailleau, la liste. Non, mais les Mathieu commentateurs, Mathieu vient de raconter qu'effectivement, ce qu'il raconte, en fait, c'est qu'en gros, une partie de la droite de LR n'a plus rien à faire à LR, tellement elle est plus proche des idées de la droite extrême. Je rappelle que simplement, toute la famille gaulliste a toujours été un Janus à deux têtes. Il y a toujours eu un bloc libéral, européen, plus tourné vers l'économie, plus élitiste, et puis une phase plébéienne, le métro à 6 heures. Il y a toujours eu cette contradiction et cette friction. Mais Charlotte Dornelas, ça. Sur Guillaume Pelletier, moi, la question du ralliement, je suis assez d'accord, c'est... Évidemment, on a intérêt à raconter un ralliement. Alors, du côté d'Éric Zemmour, on trouve ça formidable. Du côté de Marine Le Pen, on trouve ça risible. Tout ça est très prévisible dans le discours. Sur le profil de Guillaume Pelletier, moi, je pense que... Parce qu'on dit, effectivement, il est passé partout. Il n'est pas passé partout, il est passé par toutes les chapelles qui composent la droite. Or, il y a beaucoup d'électeurs aujourd'hui à droite qui ont le même parcours électoral que Guillaume Pelletier dans la vie politique. Simplement, c'était étonnant sur le profil de Guillaume Pelletier parce qu'il a passé des digues qui ne se passent pas dans le monde politique, mais que certains électeurs passent. Moi, c'est plus ça, sur le fond, qui m'intéresse chez lui. Après, en effet, ça va pas changer le cours de l'histoire de cette campagne, ce ralliement. Après, il y a juste une chose, on dit qu'il a toujours été opportuniste. Alors, c'est vrai, vous l'avez rappelé, il a été élu en rentrant chez les Républicains. Là, je note que la décision qu'il a prise aujourd'hui, je sais pas très bien comment on pourrait la qualifier d'opportuniste. C'est pas spécialement... Il l'aurait fait quand Zemmour était à 18% et qu'il connaissait l'envolée incroyable du début de campagne, pourquoi pas. Aujourd'hui, il prend plus de risques à quitter les Républicains et à rejoindre Éric Zemmour. Il était dans un corner chez les Républicains. Oui, mais précisément parce qu'il avait déjà soutenu Éric Zemmour. Oui, parce qu'il était ex numéro 2, il a été rétrogradé, puis là, il a été rétrogradé à cause d'un tweet de soutien à Éric Zemmour. Donc c'était déjà cette décision-là. Il y avait déjà un verre dans le fruit. Louis Dragnel, ce matin, dans les colonnes du Figaro, Guillaume Tabar dit avec Philippe de Villiers, Éric Zemmour avait déjà trouvé un petit peu son Gérard Collomb pour filer la comparaison avec Emmanuel Macron de 2017. Il lui manque encore son François Bayrou, le permis de voter. C'est vrai que Guillaume Pelletier n'incarne pas cela. Il n'a pas cette aura-là qu'aurait eu un Éric Ciotti ou un Robert Ménard, par exemple. Non, vous avez raison, et je trouve que Guillaume Tabar a raison là-dessus. Mais ce qui est vrai quand même, c'est que ça... Enfin, on sait qu'Éric Zemmour, depuis le mois de novembre-décembre, cherche partout des ralliements, cherche à construire cette espèce de dynamique pour essayer de montrer qu'il attire à lui des anciens élus, notamment les Républicains. Chercher des déçus de Marine Le Pen, il en trouvera, il en a déjà trouvé. À la limite, c'est un peu plus facile. Mais du coup, effectivement, il a tout cet enjeu d'essayer de crédibiliser sa candidature, qui aujourd'hui, justement, on sait ce que pense Éric Zemmour, c'est assez clair, c'est assez tranché, on aime ou on déteste. Mais ensuite, tout ce qui est important pour Éric Zemmour aujourd'hui, c'est de montrer que il a une capacité à gouverner, il a une capacité à mener le pays, et je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas encore réussi à le démontrer. Et ça va être, je pense, tout ce qu'il va essayer de faire pendant les prochaines semaines. Ensuite, par rapport à ce que disait Guylaine Ottenheimer tout à l'heure,
Vous disiez, voilà, il y a toujours eu ce paradoxe à droite entre le métro à 6 heures et de l'autre côté une droite un peu plus libérale. Vous avez raison. Et juste avant, vous disiez que il y avait un certain nombre d'électeurs de droite qui couraient derrière l'extrême droite. Moi, je crois que c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Et je m'appuie sur la phrase de Luc Ferry que j'ai trouvé assez juste il y a quelques semaines. Il expliquait que si Nicolas Sarkozy avait vraiment passé le Karcher, eh bien, Éric Zemmour n'existerait pas. Et je trouve que c'est une phrase qui est assez lumineuse, assez juste. Et en fait, il y a beaucoup d'électeurs de droite qui par dégoût, parce qu'ils ont fait confiance à Jacques Chirac, ensuite ils ont cru dans les discours de Nicolas Sarkozy et de ses ministres, et puis il y a eu beaucoup de mots extrêmement importants, il y a eu des diagnostics, il y a eu des propositions très fortes, et ensuite il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui l'électorat est assez liquide entre ces trois personnes de droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse, et on voit bien que les trois candidats essayent de montrer qu'ils sont les plus crédibles, que eux feront réellement ce qu'ils disent, et je trouve que c'est ça qui est un peu le symptôme de cet abandon de la part des élites de droite de ces sujets d'insécurité, d'immigration, d'espèces de pacte régalien. Vous avez tout à fait raison, le cri d'alarme d'Éric Zemmour a des fondements. Si effectivement il y avait de la sécurité, s'il y avait un souverainisme économique, s'il y avait de la sécurité, il n'y aurait pas place pour une candidature Zemmour. Mais entre une offre éditoriale, intellectuelle et un vote, il y a un gouffre. C'est-à-dire qu'il faut être crédible non seulement sur la parole, sur le constat, mais il faut être crédible aussi sur les réponses, sur la faisabilité des choses. Et là, pour le moment, Éric Zemmour est très faible, et je constate que Guillaume Pelletier, qui a beaucoup de talent, qui est très malin, qui est très politique, va lui apporter quelque chose en tant que porte-parole, mais pas lui donner, disons, la crédibilité de la façon dont on peut gouverner un pays. Parce que Guillaume Pelletier n'a jamais rien dirigé. Vraiment, il était numéro de LR, c'était un affichage, mais c'est pas quelqu'un qui a donné la ligne, c'est pas quelqu'un qui a dirigé des équipes. Donc c'est quelqu'un qui est surtout un très très bon commentateur politique. Pour rester dans cette famille politique, Charlotte Dornelas, on peut signaler aussi que tous les candidats à peu près en ce moment sont sur les routes. Alors Éric Zemmour était au Sable d'Olonne, Anne Hidalgo est allée à Jarnac, on parlera un petit peu de la gauche tout à l'heure. Marine Le Pen, elle était en Occitanie, elle a rendu visite à Robert Ménard, à Béziers. Robert Ménard qui lui a apporté son parrainage. Et d'ailleurs, elle ne parle plus beaucoup d'Éric Zemmour, elle parle surtout d'Emmanuel Macron. On a bien compris que c'était la cible essentielle de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle est comme libérée ? Elle a confiance en son étoile et en ses chances d'accéder au second tour, selon vous? En fait, elle veut réinstaller l'idée qui a prévalu avant l'arrivée d'Éric Zemmour dans la campagne, que ça ne pouvait se faire autrement qu'en opposant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Elle est assez fondée à le faire aujourd'hui dans la campagne, puisque au tout début, c'était compliqué pour elle, en effet, de voir cette ascension d'Éric Zemmour qui était tellement nouvelle, en plus que on aimait à la fois la commenter, la voir, imaginer ce qu'elle pourrait devenir. Aujourd'hui, à l'époque, souvenez-vous, elle en parlait que quand on lui posait la question, et elle parlait du calme des vieilles troupes en parlant de son propre parti par rapport à cette aventure d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, elle continue à dire un peu ce qu'elle a fait d'ailleurs depuis la question du débat en 2017, à savoir, vous pensez que je vais m'effondrer, vous allez voir. Et il se trouve qu'au mois de septembre, tout le monde prédisait quand même un effondrement de Marine Le Pen parce que l'offre d'Éric Zemmour se situait à mi-chemin entre LR et le RN, et que donc elle était évidemment en danger. Il faut voir quand même que dans les sondages, elle se maintient plus qu'honorablement. Oui. Aujourd'hui, c'est la question de l'accès au premier tour qui est posée. Elle a raison de son point de vue de continuer à expliquer que ça ne peut se faire autrement qu'entre elle et Emmanuel Macron, puisque les sondages continuent à lui permettre de le faire, ça c'est sûr. Oui, vous avez, stratégie évidemment de présidentialisation, en tout cas de se poser en tant que première opposante. Elle présente d'ailleurs Éric Zemmour comme un supplétif de Valérie Pécresse, Marine Le Pen. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, quand on regarde les phrases des trois candidats qui vont de Valérie Pécresse à Éric Zemmour, on voit qu'ils essayent de montrer que seuls eux peuvent installer ce match avec Emmanuel Macron. Charlotte Dornelas vient de le dire. Tout l'enjeu, c'est d'accéder au deuxième tour. Et donc, on l'a dit aussi également tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est chaque candidat essaye de montrer qu'il est le ou la plus crédible sur les questions de sécurité et d'immigration, qui sont des sujets très importants dans cette grande famille, si je l'élargis, cette grande famille de droite. Par exemple, hier,
hier, on écoutait Éric Zemmour. Éric Zemmour disait j'offre une caisse de cidre à celui qui me montrera les différences fondamentales entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Vous avez Marine Le Pen qui explique, vous venez de le dire, qu'Éric Zemmour est la créature presque des Républicains pour la faire baisser. Et de l'autre côté, vous avez Valérie Pécresse qui explique que Éric Zemmour et Marine Le Pen sont des cousins germains et qu'ils incarnent l'extrême et que eux ne sont pas crédibles pour gouverner. Et donc on voit bien cette volonté d'installer ce duel avec Emmanuel Macron. Et ça, c'est quelque chose qui revient chez tous ces trois candidats. Alors précisément, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Nice. Alors déplacement de temps, il va attendre dans la vallée de la Roya, faire le suivi de la politique, enfin comment dire, des aides apportées suite à la tempête Alex qui avait dévasté totalement la vallée. Et puis il y a cette visite sur un commissariat, ça va être très commenté. On a bien compris que c'était sur le thème de la sécurité. Mais alors Guylaine Ottonheimer, c'est qui va à Nice là? C'est le président Macron ou bien le candidat Macron? Bon, je dirais c'est un peu bateau ma question, mais bon. C'est le candidat. Là, oui. On est entré dans une séquence de grande hypocrisie. Parce qu'il y a un projet de loi qui vient derrière, mais ce projet de loi n'aboutira que si je suis évidemment réélu. Je pense que tout ce qui touche au régalien, à l'autorité, à la sécurité, vont avoir une place très importante dans cette campagne, justement à cause des candidatures de Éric Zemmour, de Marine Le Pen et la droitisation de Valérie Pécresse. Mais je pense qu'une campagne, c'est comme un tableau. Vous savez, vous avez le fond, et puis vous avez les derniers traits pour affiner le portrait ou le paysage qui donne le caractère. Et je pense que ce qui manque à certains candidats, c'est cette toile de fond. Que pour le moment, Emmanuel Macron est le seul à avoir. On le déteste, certes, mais il y a quand même 40% de gens satisfaits qui considèrent quand même que l'État a tenu dans des circonstances... C'est un impersonnel, évidemment. Oui, mais je veux dire, quand vous avez 40%, alors que votre socle de premier tour était autour de 25%, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup plus que Nicolas Sarkozy ou que François Hollande. Et il va avoir en plus cette campagne très très bizarre sur fond de Covid. Et jusqu'au dernier moment, il va être jugé sur cette histoire du Covid. Donc il va être jugé en tant qu'homme d'action, beaucoup plus en tant qu'homme de promesse, alors que les autres vont être beaucoup sur la promesse. C'est ça qui fait que cette campagne va être très différente des précédentes. Merci Guylaine Ottonheimer. Charlotte Dornelas et Louis Dragnel étaient également avec nous ce matin. Merci à tous les trois. Europe 1 2022. Eh bien, ce sera tous les jours jusqu'à l'élection du président de la République. Ce sera, je vous le rappelle, attendez, j'ai oublié le 25, 26 avril? Non, j'ai un doute. Le 25 avril. Le 25 avril. Oh là 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 là. Pardon. J'ai le premier tour dimanche 10 avril. J-90 là.